Il était là, il est très open dès que je lui ai dit, il était là tout simplement. Donc aujourd'hui, il va nous présenter une conférence sur le soin, les perspectives du soin palliatif en Tunisie. Je ne vais pas parler beaucoup parce qu'il est pro, aussi bien lui que le professeur Hendraïs que docteur Suzanne Ramal. Donc ils vont présenter 3 parties. Je vous demande d'être attentifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et vous les poser à la fin. Donc je ne vais pas abuser encore. Je vais laisser la parole au professeur Benayed pour exposer pour nous aujourd'hui les perspectives du soin palliatif en Tunisie. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est avec plaisir qu'on se retrouve toujours pour parler d'un sujet intéressant. Et nous souhaitons en faire plutôt une conférence de débat qu'une conférence feedback. On ne parle pas de soins palliatifs simplement, on peut parler plutôt de soins d'accompagnement. Nous sommes tous des professeurs, des professionnels de soins. Donc il y a une relation très privilégiée, très importante. Nous devons tous bâtir ensemble, c'est une relation de soignant. Et pourquoi soignant? Parce qu'il faut qu'on se débarrasse d'une idée. Il faut qu'on se débarrasse d'une idée très répandue en Tunisie où le patient est un objet. Il faut qu'on revienne à une autre façon de réfléchir, à une autre relation médecin-malade, où le patient n'est pas qu'un objet, le patient est un sujet, est un partenaire, et entre le soignant, quel que soit son niveau, médecin, infirmier, kinésithérapeute, paramédical, psychologue, c'est une relation d'équilibre. Il faut se débarrasser de cette asymétrie, donc et bâtir une symétrie. Ce qu'il y a d'universel dans la médecine, c'est moral, c'est la morale. Ce qu'il y a d'individuel en médecine, c'est l'éthique. Ce qu'il y a de collectif dans la médecine, c'est la déontologie. La déontologie, c'est le groupe de médecins, sous un ordre de médecins, qui ont réfléchi à une code de déontologie, ou plutôt un code de conduite. Ce code de conduite est discuté dans les pays francophones, influencé par la médecine française. Et le code de conduite, le code de déontologie, remonte aux années 40. Il a été créé par un président français qui s'appelait le maréchal Pétain. Dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de médecin. Il y a surtout plutôt des syndicats. Aux États-Unis, non. Donc, je reviens à cette relation de sujet avec un sujet, une relation de partenaire, une relation symétrique. Et dans certains pays anglo-saxons, maintenant, on ne porte plus de blouse. L'identification n'est pas liée à une blouse parce qu'ils ont compris c'est ascendant du médecin sur le patient. Donc, c'est une relation privilégiée. Donc, on a parlé d'éthique, qui est une démarche individuelle, on a parlé de morale, qui est une démarche universelle, et on a parlé d'une code de déontologie, qui est plutôt quelque chose de communautaire ou d'un groupe professionnel. Pourquoi les soins d'accompagnement et non plus les soins de palliatifs? Parce que les soins d'accompagnement s'adressent à toute une société, c'est la maturité d'une société de prise en charge des citoyens, qu'on appelle des citoyens vulnérables. Les citoyens les plus vulnérables sont les cancéreux, sont les maladies neurologiques existantes, sont les maladies mentales, et surtout dans les soins d'accompagnement, vous avez des sujets âgés maintenant qui sont pris en charge, et vous avez surtout des enfants qui sont en incapacité. Pourquoi la morale? Pourquoi l'éthique? Parce que les soins palliatifs s'adressent donc à une population vulnérable. Une population vulnérable. C'est une population vulnérable. Pourquoi elle est devenue vulnérable? Parce que vous avez un cancéreux ou un malade mental qui était en bonne santé, qui avait un statut personnel, qui avait un statut familial et qui est dans sa famille. Il était privilégié, pas toujours, il avait une place. Ce patient devient vulnérable parce qu'il a perdu son statut social. Il n'est plus le source des finances de la famille, il n'a plus le source de fonctionnement de sa famille. Il était le centre de la famille, il n'est plus le centre de la famille. Il soutenait les gens, maintenant il est soutenu. Et pourquoi? C'est pour ça qu'il devient vulnérable. Il devient vulnérable, il va devenir dépressif.
qui va devenir dépressif, il va être encore à la charge d'une famille. Et vous connaissez toujours le contexte familial tunisien, les moyens ne sont pas disponibles pour tout le monde. Et ça crée donc beaucoup de problèmes. Et ça, c'est une démarche que nous souhaitons développer en Tunisie à travers ce métier d'accompagnement. Ce n'est plus de parler de pitié. C'est-à-dire la compassion et pas la pitié. Pour asseoir une démarche comme celle-là, donc il faut être dans une disposition de cultiver des relations donc, symétriques, des relations de respect mutuel et des relations de contrat. Et ça suppose une démarche où on respecte l'autonomie du patient. L'autonomie du patient suppose aussi une démarche où il faut dire la vérité, où il faut être sincère pour développer l'autonomie. Et on a parlé d'éthique tout à l'heure, comme démarche individuelle et de morale comme démarche universelle pour une simple raison. C'est le sentiment de bienfaisance. Nous devons tous donc développer ce sentiment de bienfaisance dans nos relations médecins-malades, ou soignants, quelle que soit la profession. Ne croyez pas que les médecins sont à l'origine de la prise en charge de la douleur. Ne croyez pas que les médecins sont à l'origine des soins palliatifs. Les médecins n'ont pas été à l'origine des démarches en soins palliatifs. Les médecins n'ont pas été à l'origine de la douleur et de la prise en charge de la douleur. C'est le personnel paramédical et c'est les infirmiers. Vous mesurez le retard d'un pays comme la Tunisie qui a commencé à parler de douleur depuis 1990 et qui a parlé de soins palliatifs depuis maintenant 15 ans ou 20 ans. Vous imaginez le retard par rapport à un pays comme la France, et la France qui est déjà en retard pour un pays anglo-saxon. Si on mesure chronologiquement le temps qui nous sépare depuis le développé, il est à peu près d'un demi-siècle. Donc c'est les jeunes qui doivent rattraper ce demi-siècle de retard par rapport à un pays occidental comme l'Angleterre. Et pour ça, pour comprendre, donc, il faut initier une démarche de démocratie en médecine. Pourquoi une démocratie en médecine? Parce que tous les êtres doivent être traités de façon égale. Et ça, c'est la démarche éthique. Et ça, c'est la démarche déontologique. Et c'est-à-dire développer ce qu'on a appelé tout à l'heure la compassion. Donc on avait essayé de créer une consultation de la douleur à l'Institut du cancer maintenant en 90. Et on avait fait un grand pas, je pense, puisqu'on avait initié à cette époque-là un hôpital sans douleur. Cette démarche a été couronnée de succès parce qu'ils ont créé, adopté un centre de la douleur à l'hôpital de la Rota. Mais c'est insuffisant. Et c'est très insuffisant parce que la médecine, déjà, ça devient une spécialité difficile. La médecine cancérologique, c'est encore une médecine plus difficile parce qu'elle n'attire pas beaucoup de monde. Et les médecins qui font cette spécialité sont submergés. Donc on a créé des sous-spécialités en douleur et en soins palliatifs. Et maintenant, depuis une dizaine ou quinzaine d'années, nous avons essayé de faire une unité de soins palliatifs à l'Institut du Saint-Ravé, service médecine. Pourquoi une unité de soins palliatifs? Parce que c'est un lieu d'accueil pour les malades en situation de vulnérabilité, qu'ils soient donc cancéreux ou pas cancéreux, ou d'autres maladies neurologiques. Et parce que ça doit être un lieu de formation pour les médecins et surtout un lieu de formation pour la famille. Malheureusement, on n'a pas été suivi, ce désir de faire n'a pas été suivi des faits. Et donc nous avons, dans le cadre de deux associations, l'une de lutte contre le cancer, l'une et l'autre pour la promotion des soins palliatifs, changé d'attitude et nous sommes en train de développer une médecine ambulatoire en matière de soins palliatifs. Et nous nous adressons aux populations les plus éloignées du sud-est, du sud-ouest, du centre, du nord et du nord-ouest. Donc c'est un travail gigantesque et c'est un travail qui doit rendre service aux patients chez eux. Et ça, c'est le développement de la médecine actuelle, c'est-à-dire les soins palliatifs ambulatoires. Pour le côté technique, les soins palliatifs, le régime, ils sont, on va dire, l'alternative à deux situations. Une situation qui, par rapport à notre contexte socio-culturel et notre contexte religieux, c'est l'euthanasie. Et une situation
une deuxième situation qui est due à notre ignorance médicale, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique. Donc les médecines palliatives sont l'alternative à ces deux situations extrêmes, l'euthanasie, c'est-à-dire l'euthanasie active, l'euthanasie passive, c'est-à-dire laisser quelqu'un mourir pour provoquer sa mort, et puis l'acharnement thérapeutique, faire ce qu'il ne faut pas faire. Faire ce que faire les soins palliatifs, c'est tout faire quand il n'y a plus rien à faire. Voici en guise d'introduction un peu sur les soins palliatifs. Et je commence par la droite ou la gauche. Donc on commence par la gauche, par le docteur Hendales, qui était la première donc, à s'intéresser à la douleur et aux soins palliatifs, et à un cursus étranger intéressant, puisqu'elle a fréquenté les meilleurs endroits en matière de soins palliatifs et de prise en charge de la douleur. Et elle va faire part de son expérience et de son désir de continuer. Merci, professeur Benayed. En fait, le professeur Benayed a fait le tour de la question. Il a pratiquement tout dit en une dizaine de minutes. Donc, en fait, c'est lui qui m'a initié justement à faire les soins palliatifs parce qu'avec une quinzaine d'années, j'étais encore jeune, disons, et je ne connaissais pas du tout cette pathologie, en fait, cette médecine. Et puis, je l'ai trouvée très intéressante, en fait. Et j'ai dû faire, puisqu'il n'y avait pas de spécialiste ici en Tunisie, j'ai dû en effet aller à l'étranger pour me spécialiser. Donc moi, je vais particulièrement définir un peu les soins palliatifs et les situer en matière donc au niveau de la maladie. Les soins palliatifs s'adressent pas uniquement à la cancérologie, c'est-à-dire au cancer, mais s'adressent à d'autres maladies graves, comme les maladies neurologiques, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Benayed. Mais nous, comme on est à l'origine des spécialistes en cancérologie, des oncologues, donc nous avons essayé de développer d'abord les soins palliatifs en oncologie. Vous voyez donc le traitement spécifique du cancer au début, et puis là, donc quand la maladie n'est plus curable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traitement spécifique à proposer, spécifique c'est-à-dire une chimiothérapie, une radiothérapie, une hormonothérapie ou une chirurgie, donc là on va proposer ce qu'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire un traitement symptomatique visant à contrôler des symptômes. Ces symptômes, il peut s'agir d'une douleur réfractaire, d'une douleur importante, qu'elle soit d'origine osseuse, hépatique, en rapport avec l'infiltration tumorale évidemment, ou une autre localisation, ou bien d'autres symptômes, on va le voir plus tard. Donc les soins palliatifs peuvent commencer déjà au début de la maladie du cancer, à l'annonce du diagnostic, parce que quand on annonce un diagnostic grave, on provoque une douleur morale. Et puis aussi au moment de la maladie, quand on va donner des cures de chimiothérapie, on va provoquer des symptômes comme les vomissements au cours de la chimiothérapie. Mais ils vont se continuer, en fait, quand la maladie va devenir incurable, elle va devenir vraiment très symptomatique, comme on peut pouvoir traiter par exemple une occlusion intestinale aiguë, on va pouvoir traiter également donc, une hématémèse, une hémorragie digestive, qu'elle soit d'origine haute ou basse, ou une gêne respiratoire, comme on va le voir plus tard avec le docteur Amara, une détresse respiratoire en rapport avec la progression de la maladie. Les soins palliatifs vont se continuer jusqu'après la mort. Quand le malade va décéder, donc on va prendre en charge la famille qui est endeuillée. Il peut s'agir de la femme si c'est le mari qui est mort, ou bien des enfants qui ont perdu le papa ou la maman. Donc voilà la phase curative, la phase palliative, puis la phase terminale. Donc en fait, les soins palliatifs, c'est une approche globale de la personne malade. On va s'intéresser non pas à la maladie uniquement, mais à l'être qui est malade. Donc voilà. Donc, on va proposer un soulagement de la douleur, comme je dis tout à l'heure, et des autres symptômes. On va proposer des soins physiques de confort. On peut proposer, par exemple, quand le malade ne bouge plus, vous savez, quand le malade présente une atteinte osseuse secondaire à la maladie, il peut comprimer sa moelle. Et quand il comprime sa moelle, il va devenir paraplégique, il ne va plus pouvoir bouger. Et s'il ne bouge plus, il va avoir ce qu'on appelle des escarres cutanées. Et donc, on va proposer à ce moment-là un soin d'escarre, un soin physique. Et comme l'a dit tout à l'heure le professeur Benayed, l'infirmier joue un rôle prépondérant. C'est le pilier des soins palliatifs. C'est lui qui va se rendre compte, qui est très proche du malade et qui va se rendre compte en fait de l'état du malade, de l'état réel, de sa douleur. Et s'il a des lésions cutanées, il va s'en rendre compte. Et c'est lui qui va les prendre en charge en globalité, seul ou accompagné avec la famille. Et puis, donc, les soins palliatifs s'intéressent également à l'amélioration de la qualité de vie
la restauration ou la maintenance de la relation avec l'autre. Vous savez, souvent, quand l'être est malade, il y a une rupture qui s'opère, une rupture avec l'être qui est en face. Il peut s'agir de la femme, il y a souvent des problèmes de couple, des conflits. Donc, il y a aussi le soutien des proches de l'être qui est malade. Donc, souvent, il y a des décompensations. Donc, un mari qui est malade, qui a un cancer avancé, il va avoir, donc, sa femme qui le soutient peut craquer à un certain moment de l'évolution de sa maladie. Donc, on est là pour la soutenir, l'équipe va la soutenir. Il y a également la